5 ans après la pandémie de COVID-19, quelles leçons en tire la région? Et lancement de la programmation de la Foire gourmande 2025. À quoi s'attendre? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, ici Alexandre Cabana, très heureux de vous retrouver et voici vos informations régionales. Il y a 5 ans, la province était plongée en plein cœur de la pandémie de COVID-19 et comme partout ailleurs, la région n'a pas été épargnée. Notre collègue Olivier Morin revient sur cet événement marquant avec la mairesse de Rouyn-Noranda et le recteur de l'UQAT. Mars 2020. Le gouvernement québécois annonce la fermeture de la province. Une situation qui plonge la population et les municipalités dans l'incertitude. La mairesse Diane Dallaire raconte le branle-bas de combat organisé à Rouyn-Noranda dès le début de la crise. Elle souligne la manière dont la ville a su gérer la situation. Le souvenir que j'ai, c'est vraiment d'une prise en charge rapide, de l'agilité de la ville, vraiment fière de la façon dont la crise avait été gérée. C'est des tristes souvenirs, là, aujourd'hui, tout ça. On se rappelle que la ville de Rouyn-Noranda était la ville la plus touchée en région au départ, là. Et bon, écoutez, il y a plein des barrages routiers pour protéger la région. Vraiment, c'était irréel un peu, là. C'est des souvenirs, c'est spécial aujourd'hui de penser à ça. De son côté, le recteur de l'UQAT, Vincent Rousson, explique comment l'université a dû faire face à la crise dès ses débuts. En mode gestion de crise assez rapidement, là, je dirais, le comité de direction à l'époque s'est mobilisé avec plusieurs directions ici à l'interne et on suivait l'actualité au jour le jour, un peu comme tout le monde, là, pour s'assurer là, d'offrir les services. Pour Vincent Rousson, la pandémie n'a pas eu que du négatif. Selon lui, la situation a apporté son lot de changements dans la manière d'enseigner au sein de l'établissement et a fait évoluer l'offre de services. Au niveau des aspects positifs, toute la question du télétravail, on a ajusté, on a bonifié aussi les services à nos étudiants et à notre personnel également, parce que qui dit pandémie dit aussi anxiété, stress, ça a amené beaucoup d'inconvénients. Donc, il y a une panoplie de services qui se sont développés dans l'université. Diane Dallaire a fait remarquer que le côté exceptionnel de la pandémie a forcé la population à devoir se réinventer. On a eu des spectacles en pick-up devant les résidences de personnes âgées. Vraiment, c'était vraiment génial de voir toutes ces activités-là. Ces gens se mettent en mode créatif. La mairesse mentionne que la ville est désormais mieux préparée à faire face à une éventuelle crise telle qu'une pandémie. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Lancement aujourd'hui de la 23e édition de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Une journée de plus de festivités, oui, s'ajoute jeudi à la gratuité. Et la gratuité et l'accès au site fait son grand retour. Plus tôt aujourd'hui, je me suis entretenu avec le nouveau président de la Foire gourmande, Médéric Clément. La 23e édition est lancée aujourd'hui. Je pense que c'est une édition sous le signe du renouveau un petit peu. Oui, on essaie d'apporter une nouvelle ère pour la foire, là, des nouveautés, changer un peu le concept. Ce ne sera plus la foire telle qu'on la connaissait. Ça va être un nouveau concept redessiné un peu. Qu'est-ce que ça va signifier vraiment sur le festival? Ben, d'abord, l'aménagement du site va être différent un peu. On était habitué de voir le gros chapiteau, là, tout était en dessous. Cette année, on change un peu, on enlève ça. Ça va être plusieurs chapiteaux, mais un peu plus petits, plus répartis sur le site. On va essayer de créer une ambiance plus justement de foire, quelque chose de plus festif. Les kiosques d'exposants aussi vont être différents. Donc, on va avoir 3 types de kiosques. Les kiosques classiques là, que les gens sont habitués de voir avec les bouchers. Juste des kiosques aussi pour vendre des produits finis. Puis la grosse nouveauté, ça va être les kiosques de luxe aussi. Donc, les gens vont pouvoir, les exposants en fait, vont pouvoir offrir des menus plus complets avec des vraies portions. Le but, c'était de rappeler un peu les aires de restauration dans les centres d'achat. Donc, c'est un peu ce concept-là qu'on essaye d'amener à la foire. Est-ce que tu penses qu'on va réussir à avoir la même expérience malgré peut-être un budget un petit peu plus restreint? Ben, je pense que oui. Là, notre équipe, on travaille très fort pour essayer d'offrir plusieurs activités, qu'il y ait des choses à faire, que les gens ne s'ennuient pas, qu'ils puissent passer la journée sur le site. Donc oui, c'est sûr que le budget, ça reste toujours un défi, mais je pense qu'on est capable de bien jongler avec ça puis d'offrir un événement qui va être quand même à la hauteur des attentes. On était au troisième week-end d'août d'habitude. Là, on tombe le premier, donc du 31 juillet au 3 août 2025.
On est un peu plus tôt, fin des vacances de la construction, on espère qu'il va faire beau. On a vu la liste des invités qui sont annoncés aujourd'hui. On a quand même des grosses pointures québécoises là, qui s'en viennent. Oui, on est allé fort avec notre programmation. Déjà, on rajoute un troisième jour de spectacle, donc on commence le jeudi soir cette année. Ça va être Noir Silence qui est la tête d'affiche du jeudi qui va commencer les festivités. Samedi, on va avoir les Respectables, un autre gros nom, grand succès québécois. En changeant l'aménagement aussi, on rend la scène extérieure. Donc, elle sera plus sous le chapiteau comme à l'habitude. Ça va nous permettre aussi d'avoir une plus grande capacité, d'accueillir plus de gens. Donc, on espère qu'ils vont être au rendez-vous, qu'on va pouvoir remplir le site. On a une autre petite nouveauté, un concours barbecue qu'on fait. Ça existait déjà avant la pandémie, donc on voulait ramener cette idée-là. Donc, ça va être un concours, 12 participants vont pouvoir s'inscrire. Pensez que vous faites le meilleur hamburger, ben, venez nous le montrer. Venez participer à la compétition. On va avoir des juges qui vont choisir le gagnant, qui vont remettre un prix. Je pense que toute la région a eu un peu peur de le perdre, la foire gourmande. Tout le monde a entendu parler de la saga de l'année dernière, le retirement du financement. Est-ce que c'est une mission accomplie pour vous d'être là aujourd'hui devant moi et de dire on fait le lancement, ça va se passer? C'est un succès en tant que tel d'être là cette année, mais notre mission n'est pas finie. Tu sais, on a eu des difficultés avec notre budget, donc on veut continuer ça, puis continuer sur la bonne lancée, puis se replacer pour les prochaines années. La région de la Vallée de l'Or s'apprête à voir sur son territoire du soccer de haut niveau. Avec la réorganisation de la Ligue semi-professionnelle québécoise, le club régional rentre dans une division inégalée jusqu'à maintenant dans le secteur. Félix Blacquière est allé à la rencontre de l'équipe. Avec une restructuration de la Ligue adulte au Québec, le club de soccer de la Vallée de l'Or s'aventure sur un terrain de haut calibre. Avant, il y avait juste la Ligue 1, c'était la Ligue semi-pro. Et maintenant, ils ont donné l'opportunité à d'autres équipes dans la province de compétitionner aussi en haut niveau, mais dans d'autres divisions. Fait que c'est créé la Ligue 2 et la Ligue 3. Et nous, on est inséré dans la Ligue 3. L'équipe sert de tremplin pour la première division semi-professionnelle ou le soccer universitaire, mais en attendant, les sportifs sont impatients d'affronter leurs adversaires. Je me sens un petit peu nerveux. J'ai hâte de voir le niveau, le calibre de la Ligue, ça va être quoi. Le calibre aussi de mes coéquipiers, c'est la première fois que je joue avec pas mal tout le monde qui se trouve ici. Donc j'ai bien hâte de voir à quoi ça va ressembler et comment ça va aller pour le restant de l'année. C'est donc 18 joueurs de 18 à 45 ans qui donneront leur maximum dans le Blizzard cette saison. Et dans quelques années, l'équipe pourrait se hisser au sommet de la Ligue. L'année prochaine, on ne peut pas monter parce qu'il y a une entente entre les ligues qu'on reste pour 2026, on reste tout le monde dans la même ligue. Mais imaginons 2030, 31, 32, pourquoi pas. Pour l'entraîneur-chef Patrick Lortie, la première étape est d'établir une cohésion entre les coéquipiers du club. J'ai des joueurs qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Brésil, qui ont joué professionnel dans ces pays-là. J'ai des jeunes qui arrivent des gaillards du cégep d'Abitibi-Témiscamingue. J'ai deux catégories de joueurs, j'ai des un peu plus vieux et des plus jeunes. Fait que ce qu'il faut premièrement faire, c'est créer un esprit de famille, créer une dynamique de groupe. Et c'est ça le plus important en premier. Par la suite, ce qu'on veut faire, c'est vraiment travailler là, sur la rapidité d'exécution de nos transitions. Puis s'organiser rapidement, autant en défensive qu'en défensive. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on va planifier nos séquences d'entraînement pour les prochaines semaines. Les premiers affrontements dans le calendrier officiel sont prévus pour le mois de mai et d'ici là, les joueurs s'entraîneront au centre multisport Fournier à Val-d'Or à chaque semaine. Félix Blacquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. À la météo maintenant, ce soir et cette nuit, ça va demeurer généralement nuageux et le mercure va continuer sa chute minimum de moins 23 pour l'Abitibi et de moins 20 au Témiscamingue. Mais ce n'est que temporaire. Dès demain, ce sera ensoleillé et on va atteindre moins 4 en après-midi. Une faible neige intermittente devrait toutefois débuter en soirée. Et on se dirige tranquillement vers le printemps. Si on regarde l'aperçu pour la journée de jeudi, ça sera une radieuse avec du soleil et un gros plus 5 sur l'ensemble du territoire. Et voilà, c'était nos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous.